Bonjour à toutes et bonjour à tous. Effectivement, Patrick m'a largement déblayé, je dirais, le terrain de ce que j'ai à dire. Quand Pierre m'a invité, mercredi soir, nous étions à Marseille ensemble, quand il m'a invité à prendre la parole parmi vous ce matin sur le thème « De quoi la crise est-elle le nom ?», je me demandais bien ce qu'un psy pouvait raconter là-dessus, mais je le soupçonne quand même de m'avoir invité en tant qu'initiateur avec Stéphane Chédry de l'appel des appels. C'est-à-dire effectivement d'un collectif qui s'est mis en mouvement face aux réformes sarkozystes qui tendaient à pervertir justement le sens de nos métiers, à nous faire perdre quelque part la finalité de nos actes professionnels. Malheureusement, comme vous le savez, le logiciel n'a pas tellement changé depuis. Alors, poser la question de quoi, je regarde l'heure quand même, de quoi la crise est-elle le nom? Je crois qu'il n'y a pas de cause unique, n'est-ce pas? Je crois que, bien sûr, moi je crois à la surdétermination. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs causes, une convergence, il y a une crise économique, financière, politique, morale, etc. Je crois que la crise que nous traversons montre simplement qu'un vieux monde, comme on dit, tarde à mourir et qu'un nouveau monde tarde à naître. Et je crois qu'entre les deux naissent les monstres. Et effectivement, comme l'a dit Patrick tout à l'heure, les fondamentalismes que moi j'appelle les néofascismes de toutes sortes émergent en ce moment, comme effectivement hier d'ailleurs, à la fin du XIXe siècle ou encore dans les années 1920-1930, n'est-ce pas? On voit bien donc ces monstres réapparaître, et ils réapparaissent peut-être effectivement sur un impensé psychologique et anthropologique du capitalisme ou des différents libéralismes économiques, disons vite, qui est de considérer que l'homme, l'humain, c'est simplement un individu, ce qui est une illusion libérale, c'est totalement faux. Individu, ça veut dire qui n'est pas divisé. Or, effectivement, le sujet humain est divisé comme la société. Il est traversé par des désirs contradictoires, il est en conflit, et il doit faire avec ces conflits pour justement produire du nouveau, produire du neuf, et non pas simplement s'adapter. Je rejoins ce qu'a dit aussi Michel Vivorca tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il s'agit non seulement de constater ce par quoi nous sommes confisqués dans nos vies, mais aussi comment, avec de nouveaux moyens, nous pouvons inventer quelque chose. Alors, je crois que quelqu'un a mieux dit cela que je ne saurais le dire ce matin. C'est Stefan Zweig qui a traversé, comme vous le savez, dans l'histoire européenne, la plupart des terreurs que nous avons pu connaître. Et il pose la question qui, à mon avis, doit être relevée encore aujourd'hui, et qui est la suivante: comment procéder à une désintoxication morale de l'Europe? De quelle manière? Par quelle action systématique atténuer la dépression psychique, il parle de dépression psychique, qui pèse sur l'Occident en même temps que la dépression économique. La dépression morale aggravant sans cesse la dépression économique et inversement. Alors je crois que c'est un point qui est, si vous voulez, extrêmement important, puisqu'il nous amène à savoir qu'est-ce qu'on peut faire, c'est-à-dire quelle humanité nous pouvons participer à créer. Qu'est-ce que c'est que l'humanité de l'homme? On a quand même toute cette réflexion. Effectivement, je crois que les métiers sont bien placés pour réfléchir là-dessus. Comment est-ce qu'on peut prendre soin, si vous voulez, de l'humain? Comment est-ce qu'on peut prendre soin de cette vulnérabilité de l'humain qui fonde justement son besoin du politique? Il ne faut pas oublier que, par exemple, si on prend une réflexion philosophique sur la question du politique chez Aristote déjà, pourquoi est-ce que l'homme est un animal politique? C'est pas parce qu'il doit répondre à une nécessité matérielle de vivre, mais parce qu'il est en quelque sorte structurellement, si vous voulez, en manque, structurellement en besoin, effectivement, de l'autre, pour être reconnu par l'autre et pour donner un sens à son existence. Et ça, je crois que nous l'avons perdu, nous avons perdu en quelque sorte notre capacité, et il nous reste à la retrouver, de fonder un monde commun, c'est-à-dire d'échanger effectivement un certain nombre d'œuvres, comme tu l'as dit, un certain nombre d'actions, un certain nombre de paroles, un certain nombre de récits qui nous permettent de retrouver notre monde commun. Parce que sinon, on a ce que Hannah Arendt appelle effectivement le désert. Et dans le désert, soit les hommes sont contraints de s'adapter au désert,
ce qui est absolument terrifiant. Et c'est ce que demande d'une certaine manière le néolibéralisme, c'est ce que demande la société du système technicien, bien sûr, ou bien alors, effectivement, émergent des mouvements, si vous voulez, qui proposent des formes d'affiliation totalement fausses, totalement illusoires, mais où, effectivement, lorsqu'on est dans le désert, on a besoin de faire corps, et on peut faire corps de manière tribale, de manière ultra-religieuse, etc., de manière nationaliste. On essaie de retrouver des identifications qui se sont perdues lorsque ce monde commun, symbolique, a été dévasté. Alors, comment vivre, donc, si vous voulez, libre et fraternel, c'est-à-dire comment prendre soin de cette vulnérabilité qui nous constitue et qui est ce que nous échangeons dans l'amour, dans l'amitié, dans le politique. C'est quand même ça qui est extrêmement important. Dans une société, je vous signale quand même, vous le savez, où ce que l'on fait, c'est l'éloge de la performance, l'éloge de la compétition, c'est de ce qui se pose aux antipodes, justement, de cette notion de vulnérabilité, cette notion qui constitue, si vous voulez, la dignité, la liberté de notre espèce humaine. Alors, la question pour les métiers, c'est par là que je vais avancer un peu. La question pour les métiers, bien sûr, n'est-ce pas? C'est en quelque sorte comment vivre libre et fraternel, faire œuvre de son existence, faire œuvre justement de son existence professionnelle aussi, lorsque ce sont les machines, lorsque ce sont les jeux logiciels qui gouvernent au profit de la religion du marché. C'est-à-dire qu'on touche là, ce qui bien sûr est mon combat depuis 20 ans, on touche à la question de ce que j'appelle la néo-évaluation, la nouvelle manière d'évaluer les actes professionnels. La tarification à l'activité à l'hôpital, n'est-ce pas, la logique d'audimat dans le journalisme, les impact facteurs à l'université, l'enseignement, la recherche, etc. C'est-à-dire, n'est-ce pas, là où la valeur se trouve constituée comme le résidu de dispositifs d'évaluation qui ne sont rien d'autre qu'une police de la pensée, une police, si vous voulez, des comportements, une police de la manière de faire son travail. C'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on ne peut être visible socialement et professionnellement que si on s'adapte à cette exigence des normes posées par des évaluations qui, encore une fois, confondent la valeur de ce que nous faisons, par exemple soigner, par exemple enseigner, par exemple chercher, par exemple informer, n'est-ce pas, avec des scores établis. C'est une façon d'entrer dans l'avenir à reculons. Là aussi, si on a la nostalgie, effectivement, la nostalgie d'entités disparues parfois, n'est-ce pas, il y a eu aussi une façon de se boucher l'avenir, c'est de considérer que l'avenir ne peut être que, si vous voulez, établi sur le modèle du passé. Là, je crois qu'il y a une souffrance que moi j'ai rencontrée partout où nous avons fait des réunions et des échanges, une souffrance très forte des professionnels, qu'ils soient médecins, infirmiers, psy, travailleurs sociaux, magistrats, journalistes, acteurs culturels, etc. N'est-ce pas, tous les professionnels souffrent de cette violence qui leur est faite, qui est une véritable maltraitance. Le codage formel et numérique des actes, n'est-ce pas, n'est pas que négatif, on est bien d'accord là-dessus, mais, n'est-ce pas, ce codage formel et numérique, il est une maltraitance de l'humain, il est une maltraitance, si vous voulez, des actes accomplis. Pourquoi? Parce que cette évaluation, elle n'a qu'un seul objectif. Elle a, si vous voulez, l'objectif de répondre à une injonction de la société, de la marchandise et du spectacle, qui est de transformer tous nos actes, si vous voulez, n'est-ce pas, en marchandises et en spectacles. Donc la tarification de l'activité, l'impact factor, la logique de DIMAT, etc., ça n'est rien d'autre que ça. C'est, en gros, transforme ce que tu fais en langage de machine, parce que le langage de machine, n'est-ce pas, permet de convertir ce que tu fais en marchandises et en spectacle. Donc je crois que là, on est... Et le politique n'échappe pas à ça. Le politique n'est pas autre chose aujourd'hui, sauf si effectivement nous arrivons à transgresser cette norme-là, n'est pas autre chose que vendre des paroles, vendre une rhétorique pour arracher des parts de marché de l'opinion publique. Et à partir de ce moment-là, les élections ne sont, si vous voulez, que effectivement, pourrait-on dire, la session de rattrapage des sondages d'opinion. Donc il est extrêmement important de retrouver le sens authentique du politique. Alors, je crois que ce que je voudrais dire encore avant de proposer quelques pistes, ça va, je suis bien dans le temps. Bon, je voudrais dire encore que nous sommes là face à ce que j'appelle la prolétarisation généralisée de l'existence.
Qu'est-ce que c'est que la prolétarisation généralisée de l'existence? Je vais le dire très rapidement, mais je n'ai pas le talent d'Édouard Glissant pour dire les choses poétiquement. La prolétarisation généralisée de l'existence, si vous vous souvenez, Marx considère que l'artisan devient un prolétaire à partir, non seulement eu égard, si vous voulez, à la misère matérielle de l'urbanisation, de l'industrialisation, de la solitude des grandes villes, etc., de la précarité du travail, mais il devient un prolétaire en tant que sa capacité de décider, de juger, de faire œuvre, c'est-à-dire son savoir-faire, son savoir et son savoir-être, se trouve confisqué par les exigences de la machine qui lui prescrivent à ce moment-là des actes rationalisés, fragmentés, c'est l'organisation scientifique du travail. Donc là, véritablement, la prolétarisation, c'est une aliénation, en quelque sorte, au mode d'emploi que prescrit la machine. Et la philosophe catholique Simone Weil précise que tout se passe comme si le lieu de la décision passait de l'être de l'ouvrier vers le mode d'emploi de la machine qui lui dit ce qu'il a à faire, n'est-ce pas? Et du coup, il se trouve dépossédé, tu l'as dit Patrick aussi tout à l'heure, il se trouve dépossédé en quelque sorte de l'œuvre de son travail, n'est-ce pas? Je crois qu'aujourd'hui, on a véritablement une extension de ce modèle qui n'est plus simplement, je dirais, le malheur du monde ouvrier, mais qui est vrai aussi du monde paysan, où effectivement le savoir-faire du paysan, le savoir-être du paysan se trouve confisqué par les exigences de l'industrie agroalimentaire. C'est la même chose du côté du médecin, du côté du psy, du côté, si vous voulez, du magistrat, du côté de l'enseignant, du côté du chercheur, du côté du journaliste, de l'acteur culturel, dont on peut dire qu'ils sont aujourd'hui, leur savoir-faire, leur savoir-être se trouvent confisqués par les exigences de ces machines immatérielles mais bien réelles que sont les protocoles d'évaluation, que sont, si vous voulez, les règles de bonne pratique standardisées, etc. Ils sont là, véritablement, la dimension artisanale disparaît. Cette dimension artisanale, dans le mot artisanal, vous avez le mot art. C'est donc cette dimension artiste de faire œuvre qui, effectivement, se trouve cassée, se trouve confisquée. Il est donc extrêmement important de réfléchir à cela parce que, comme le disait d'ailleurs très justement Marx aussi, n'est-ce pas, le jeune Marx, le Marx hegelien, pour aller vite, n'est-ce pas, lorsqu'on produit, on ne produit pas que des objets, on ne produit pas que des services, on se produit soi-même. Et ce produisant, on produit un type d'humanité. Donc nous avons à réfléchir à cela, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la confiscation par les logiciels d'évaluation, n'est-ce pas, produisent un certain type d'humanité. Certains types d'humanité qui, effectivement, nourrissent toutes sortes de nostalgie. Et je crois que ces nostalgies... 3 minutes. Bon. Je crois que ces nostalgies, n'est-ce pas, nourrissent effectivement les votes extrêmes du Front National, mais aussi participent à l'émergence des néofascismes. Alors, je crois que, si vous voulez, face donc à cette misère, qui n'est pas seulement une misère matérielle, mais qui est aussi une misère, si vous voulez, affective et sociale, si on ne veut pas que, comme le disait Camus, la philosophie des Lumières se termine par l'Europe des couvre-feux, il est extrêmement important de se demander qu'est-ce qu'on peut faire. Ben, je crois que ce qu'on peut faire d'abord, c'est réhabiliter la possibilité de rêver le monde. Ça peut paraître bizarre de dire ça en politique, mais je crois que c'est important qu'on puisse rêver le monde. C'est-à-dire que le monde n'est pas une fois pour toutes, n'est-ce pas, établi, fixé, coagulé, cristallisé. Je crois que là, nous avons besoin de la culture, nous avons besoin des artistes. Je crois que nous avons à mettre aussi le paquet, d'un point de vue financier, d'un point de vue budgétaire, justement, sur les dispositifs culturels, parce que ces dispositifs culturels, ils permettent aussi de fabriquer une humanité. Et quand je vois, par exemple, que le Japon a, dernièrement, le gouvernement japonais a écrit au président d'université japonaise pour leur demander de fermer les départements de sciences humaines et sociales, je suis terrorisé. Je suis terrorisé. Bon, je crois que nous avons à réhabiliter aussi le récit et la parole, pas pour renoncer aux chiffres. Je crois que les chiffres, nous en avons besoin, mais les chiffres doivent être là pour nous permettre de parler et pas pour nous faire taire. Or, aujourd'hui, ils sont utilisés comme un instrument de servitude volontaire. Ils sont utilisés comme un dispositif de soumission sociale librement consentie. Donc, je crois que c'est très important que nous puissions trouver des lieux d'échange, ce qui demande du temps. Donc je prendrai une minute de plus, si tu permets. Je demande du temps, puisque, comme le disait le philosophe Jean-François Lyotard, n'est-ce pas, dans un univers où le succès est de gagner du temps, penser n'a qu'un défaut, mais incorrigible, d'en faire perdre. Donc effectivement, aujourd'hui, en nous mettant la pression sur la vitesse et le temps, ça veut dire qu'on nous économise
d'avoir à penser. Et nous économiser d'avoir à penser, eh bien, c'est la faillite du politique. Hannah Arendt disait très justement, n'est-ce pas, que de toutes les facultés de l'homme, n'est-ce pas, la plus politique, c'est le jugement, c'est la décision. Donc si vous vous fiez au protocole et au mode d'emploi, ben, vous n'avez plus à penser. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il n'y a plus qu'à mettre en spectacle et nous avons le résultat des élections. Donc, si vous voulez, je termine là-dessus, je crois qu'il nous faut sortir de la fatalité, que ce soit celle des chiffres, ou de la biologie ou de l'économie, n'est-ce pas? Il nous faut sortir de la société de résignation. Jaurès disait par exemple que l'humanité, c'était pas une espèce d'entité transcendantale qui se baladait dans le ciel, c'était pas non plus chaque individu, n'est-ce pas? Jaurès disait que la parcelle de l'humanité, c'est ce qui existe en chacun de nous et qui nous fait refuser la fatalité biologique et économique. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut dire que le propre de l'humain, c'est pas du tout de ressembler à sa fatalité biologique et économique, mais justement d'essayer de transgresser cette fatalité, d'inventer autre chose. Et je crois que c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de ce que Édouard Glissant appelle effectivement la créolisation du monde. La créolisation du monde, c'est aussi la possibilité d'une biodiversité des langages qui donnent le monde. C'est ce point qui est important. Je termine donc avec Stefan Zweig, puisque j'ai commencé comme ça. L'humanité se verra contester chacun de ces progrès. C'est justement au moment où la liberté nous fait l'effet d'une habitude, et non plus d'un bien sacré, qu'une volonté mystérieuse surgit des ténèbres de l'instinct pour la violenté. C'est cela que nous devons éviter à tout prix. Merci.